Merci de nous avoir accordé cette invitation. C'est un plaisir. Alors, prêt à parler de sport? Oui, bien sûr. Absolument. Tout de suite, sans tarder donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Comme à chaque année, donc, les objectifs sont fixés. Chaque club, chaque discipline, voire donc tout le monde se fixe donc des objectifs à travers ce programme pour pouvoir donc tirer le bilan en fin d'année. Hélas, 2020 a donc été une année très spéciale. Mais donc, avant de plonger dans ce débat, allons voir ce qui s'est passé au cours de cette année. Tirer le maximum de succès du bilan de l'année, c'était l'objectif du monde sportif sénégalais au moment d'accueillir l'année 2020. Une année perçue comme celle de la gloire, le football a voulu aligner succès dans le fair play, le basket passait son programme sans être contré, tout comme l'athlétisme a voulu sauter plus haut à un rythme de feu pour terminer fort. Enthousiaste, le sport sénégalais l'a été, mais c'était sans compter avec le futur décideur, le coronavirus. Apparue au mois de décembre, la maladie virale s'est étendue en Europe où elle a fait des ravages jusqu'à son arrivée au pays de la Teranga où elle s'est répandue. Avec l'explosion de cas, les stratégies de lutte ont fini par montrer que les contacts, rassemblements entre autres, ne favorisent pas la poursuite des compétitions. En accord avec les autorités sanitaires, l'État du Sénégal a décidé de suspendre tout rassemblement pouvant favoriser une ascension de la courbe de contamination du virus. Une décision bien accueillie par les fédérations, CNG ou CNP. Ce coup de froid va déboucher à un arrêt définitif des compétitions pour la saison 2019-2020. Avec la nouvelle vague qui est en train de frapper le Sénégal, des questions subsistent sur le respect scrupuleux du protocole sanitaire des acteurs du sport sénégalais qui envisagent de reprendre la compétition dans toutes les disciplines dans les jours ou mois à venir. Merci André Kouambenk donc pour cette page réservée donc à ce qui était réservé à l'avant-Covid, professeur. Les objectifs étaient multiples. Hélas, 2020 a fini par tout stopper. Vous avez raison de dire hélas, mon cher Grégoire. Hélas, parce que des objectifs sportifs étaient fixés. Mais je crois aussi qu'il y avait des objectifs économiques. C'est mon avis, parce que c'est au moment où le sport était en train de changer de statut, où on commençait à comprendre que la valeur sportive était une valeur, j'allais dire, très importante pour nos sociétés actuellement, qu'elle est même aussi importante que la valeur intellectuelle. Vous savez, nous, quand on était gamins, on nous faisait comprendre que le sport, c'était le pédongule, c'est la chose qui arrivait après. Il fallait être fort en maths, en physique, en philo et tout cela. Aujourd'hui, que le sport commence à prendre un statut, j'allais dire, important dans nos économies, dans nos pays, c'est là où le Covid est arrivé. Alors donc, il y a des enseignements à tirer de cette année 2020? Tout à fait. Tout à fait. Et il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Le premier, peut-être au-delà du sport, c'est le fait que le Covid nous ramène à notre condition d'homme. Humilité. Il faut revenir à ce qu'on est. Et ne pas croire que parce qu'on a tous les biens matériels, on a tout ce qu'il faut, les problèmes vont être réglés. Je ne crois pas. Aujourd'hui, vous voyez, on peut être très riche, avoir beaucoup d'argent, avoir les moyens de voyager, avoir un visa et ne pas pouvoir sortir du pays. Qui est-ce qui nous l'a imposé? C'est le Covid. Donc le Covid nous amène à ce que nous sommes. Nous sommes des hommes, nous sommes des humains et nous devons rester des humains et donc garder l'humilité. Et cette humilité, c'est le sport qui l'offre d'ailleurs, la plupart du temps. Bien sûr, le sport donc, qui a tant souffert économiquement, mais également sur le côté infrastructure. Tout à fait. Le sport a souffert, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les résultats, mais c'est aussi les infrastructures. Les infrastructures, on n'a presque pas eu la possibilité, j'allais dire, de les utiliser à bon escient, ou en tout cas à leur efficacité maximum. Aujourd'hui, on est obligé peut-être de faire des compétitions sportives, mais presque sans les infrastructures. Les compétitions d'aujourd'hui, on peut se dérouler n'importe où, dans n'importe quel terrain vague. On n'a plus besoin d'infrastructures sportives pour voir une rencontre sportive. D'ailleurs, ceux qui sont des férus et qui ont l'habitude d'aller dans les terrains, aujourd'hui, ils n'y vont même plus. Vous restez dans votre salon et vous recevez, parce que la magie de la télévision vous permet de recevoir. Donc, il y a ces changements-là qui se sont opérés et je crois qu'on essaiera de tirer les leçons de cela. Alors, le sport a besoin de compétition. Justement, nous allons plonger dans ces compétitions. Il y a à côté la première discipline avec laquelle nous allons ouvrir. Il s'agit du football. Il y a la sélection nationale, la sélection, bien sûr, les Lions de la Teranga. Mais il y a également à côté le football local, des sélections aujourd'hui qui ont donc eu à souffrir donc des effets de la pandémie à Covid-19. Voyons donc tout cela. Donc sénégalaise
avec cette remise, Sadio Mané, ça va très vite, il va au bout. Il va tellement vite qu'il va au bout, Sadio Mané, pour marquer ce but de la victoire. À 2 journées de la fin des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022, les Lions ont validé leur ticket pour la grande messe du football africain. Une performance qui permet au Sénégal de rester leader en Afrique selon le dernier classement FIFA. Depuis 4 ans, les protégés de Aliou Cissé trônent à la tête de ce classement. En attendant, les autres jours, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers sont attendus au mois de mars 2021 pour d'autres éliminatoires, celles de la Coupe du Monde Qatar 2022. Moins chanceuse, la sélection junior a laissé l'unique ticket réservé à la CAN de la catégorie à la Gambie qui remporte au stade Lat Dior de Thiès le tournoi de l'UFOA A. Chez les moins de 17 ans, il faudra attendre le mois de janvier pour espérer une qualification à la Coupe d'Afrique prévue au Maroc au mois de mars 2021. La maladie à coronavirus est passée par là. Une pandémie qui a causé la suspension puis l'arrêt du championnat local qui avait pourtant bouclé sa première phase au niveau du championnat professionnel. Teungueth FC, dans ses grandes œuvres, devancé de 12 points, son poursuivant direct le Jaraaf de Dakar. C'est d'ailleurs ces critères qui ont conduit le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football à porter son choix sur le club de Rufisque comme représentant du Sénégal en Ligue des champions africaine et le club de la Médina à la Coupe CAF. Après un passage réussi au premier tour, ces deux clubs suscitent beaucoup d'espoir pour une qualification en phase de groupe qui fuit le Sénégal depuis quelques années. C'était donc un récit signé Bekay Cissé. Professeur, nous allons donc commencer par l'équipe nationale A, Aliou Cissé, qui donc valide sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun. Oui, l'équipe nationale A, de football surtout, en plus. J'aurais souhaité, si vous me permettez, je suis sur votre plateau, c'est vrai que c'est vous qui conduisez. Allez-y. Mais j'aurais voulu, on est en fin d'année, on fait une rétro, on doit parler de tous les événements. Mais il y a récemment un événement qui s'est déroulé pour le sport sénégalais et que moi je trouve extraordinaire. J'ai vu un judoka sénégalais être champion d'Afrique. Nous allons y revenir. Nous y reviendrons tout de suite. Nous allons y revenir, mais j'aurais souhaité, moi, commencer par ce monsieur et lui donner tout ce qu'il faut. Mais comme on va y revenir, on y reviendra, d'accord. D'accord. Donc pour parler de l'équipe A, vous avez tout à fait raison de souligner ses performances. C'est une équipe qui a grandi. C'est une équipe qui est aujourd'hui, j'allais dire, au sommet de l'Afrique. Si c'était un championnat, on allait dire qu'ils sont champions d'Afrique. Mais malheureusement, le championnat d'Afrique, aujourd'hui, ça passe par une compétition qui est assez difficile et sur laquelle le Sénégal bute depuis qu'on existe d'ailleurs. Donc aujourd'hui, cette équipe, elle a fait d'énormes progrès. Elle est première au classement FIFA. Je crois que du point de vue de son contenu, en tout cas du point de vue des joueurs, on a ce qu'il faut. Il y a pratiquement 4 joueurs de top mondial qui sont dans cette équipe-là et qui nous donnent peut-être des occasions d'espérer qu'un jour ou l'autre, avec cette équipe surtout, il y a des chances qu'on arrive à quelque chose. Parce que quand je regarde là d'où on vient et là où on est aujourd'hui, je crois que dans le landerneau footballistique africain, le Sénégal compte aujourd'hui. Alors c'est une équipe donc qui a tellement grandi si on se fie à vos propos, mais également nous ne pouvons pas parler de l'équipe nationale sans pour autant évoquer le cas Sadio Mané. Sadio Mané donc qui ne cesse de surprendre. Sadio Mané actuellement fait partie des meilleurs buteurs de l'histoire du Sénégal. Oui, c'est un garçon qui lui aussi, non seulement il est doué, mais il travaille. Et c'est ce message-là, je crois, qu'il vaut mieux retenir de Sadio Mané, c'est le travail. Je crois qu'il a fait ses classes ici, au Sénégal. Il était avec peut-être ses congénères, mais c'est le seul qui a poussé à ce niveau-là et qui est arrivé à un top où il se permet de côtoyer ce que l'on entend régulièrement dans la presse internationale, les Messi, les Ronaldo et autres, il les côtoie. Et ce garçon vient du Sénégal. Ça veut dire que le talent seul ne suffit pas, il faut travailler. Et c'est ce message, quoi. Moi, je retiens, pour ce qui est de cette année, c'est ce que je retiens de ce que Sadio Mané fait et de ce que Sadio Mané est et de comment les jeunes Sénégalais doivent s'inspirer de ce que Sadio Mané est aujourd'hui. Parce qu'il a travaillé. C'est pas seulement le talent qu'il lui a donné, parce que le talent, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui sont talentueux dans beaucoup de disciplines. Mais travailler pour arriver à ce niveau et être top pendant quelques années à ce niveau-là, c'est pas tellement évident. Et lui, il est réussi. C'est pour cela qu'on a envie de dire bravo à Sadio. Alors très brièvement, le management d'Aliou Cissé qui intègre à présent les jeunes dans l'équipe nationale. Il a intérêt d'ailleurs, il a intérêt, c'est mon avis. Parce que quand vous regardez l'équipe du Sénégal, son évolution, je l'ai plus ou moins suivi parce que, étant relativement proche de M. Cissé, je l'ai vu démarrer avec une équipe olympique.
Et c'est cette équipe olympique qui a fait le Sénégal, si vous vous rappelez. Les joueurs qui étaient là-dedans, on peut les citer sans exagérer. Ghana, Kouyaté, Pape Ndiaye Souaré, Sadio Mané, Moussa Konaté, ce sont eux qui ont fait l'équipe de Aliou Cissé. On lui a même reproché d'être tout le temps dépendant de ces gens-là, mais c'était son équipe. Il a grandi avec, et aujourd'hui, ils sont peut-être eux, sur peut-être le point culminant de leur âge, ça va bientôt commencer à être la phase descendante. Si vous êtes un bon manager, vous devez être prévenant. Et prévoir, c'est quoi? C'est ça, gouverner. Et gouverner donc, il faut prévoir que les jeunes sont en train de monter. Et je crois qu'il a intégré beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont capables de maintenir le Sénégal au rang dans lequel il est et peut-être eux de gagner. C'est pas évident que c'est Aliou qui va gagner la Coupe d'Afrique. Mais eux pourraient continuer et faire d'autres finales et essayer de gagner. Alors on reste avec la sélection, mais ce sera donc pour changer de catégorie. Les U17, les poulains de Youssou Dabo qui ont raté le tournoi à Thiès. Ça a fait mal parce que ils avaient, je crois, ceux qui ont suivi, moi j'ai regardé un peu la télévision, je crois qu'ils avaient également le talent pour gagner. Et ils ont fait tout ce qu'il fallait. Mais une compétition a ses réalités, a ses vérités, et un match également a ses réalités et ses vérités. Sur un match de foot, vous pouvez être meilleur que tout le monde, et ce jour-là, ça ne marche pas. Je crois que ça n'a pas marché, ils ont été éliminés au tir au but, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, ça fait vraiment mal, mais il faudrait retenir ce qu'on a fait de bon pendant ce tournoi-là. Et je crois que ce jeune entraîneur sénégalais, il a fait des choses excellentes. Il faut retenir ce qu'il a fait de bon et essayer de le faire progresser, de faire en sorte qu'on ait au moins, et ça me fait rire, cette culture de la gagne finale. C'est pas la culture de la gagne des matchs. On gagne des matchs. Mais la gagne finale, je crois qu'elle manque quelque part au Sénégal. Et je ne sais pas pourquoi. En tout cas, au Sénégal du football, on a beaucoup de mal à terminer nos tournois. On va en quart de finale, on va en finale, on perd. Il y a quelque chose qui manque et que peut-être d'autres peuples ont, d'autres populations ont. Qu'est-ce qui manque? Je ne sais pas trop. J'avoue que je ne sais vraiment pas. Quelquefois on dit c'est la faute à la chance. On parle d'expérience également. Il y a peut-être l'expérience, mais du point de vue expérience aujourd'hui, je crois que nos jeunes, ils étaient... Bon, les Gambiens ne sont pas plus forts que nous en termes d'expérience. Je crois bien. Hein. Ouais. Je ne les connais pas très bien personnellement, mais ils avaient tout ce qu'il fallait pour gagner. Malheureusement, on a manqué de chance, c'est vrai. On a manqué peut-être de concentration. Il y a des choses à faire aujourd'hui qui devraient peut-être changer le statut du sport et du sportif et lui faire comprendre que ça, c'est un job, c'est un boulot. Et ça manque aujourd'hui. Ça manque énormément. Je donne juste un exemple qui vous montre le changement de statut du sport. Regardez, il y a quelques jours, je lisais dans un journal que le pays qui nous inspire le plus en matière de tout ce qu'on fait, c'est la France. La France a décidé de créer un bac sport. C'est pas un bac sport, activité physique, non. C'est bac sport comme on ferait bac mathématiques, bac philo, bac machin. Et ça veut dire que ça a changé. Il faudrait que nous également, on se tourne vers ce genre de choses-là pour montrer à nos jeunes qui pratiquent le sport que ça, c'est un job, c'est un boulot. Et ils sont là pour gagner. Ils ne sont pas là pour juste participer. Alors justement, le football local à présent, qui avait bien démarré, un niveau exceptionnel, mais arrivé à un moment donné aussi, tout a été stoppé, des décisions ont donc également été prises. Le Teungueth FC qui devient donc champion, qualifié également pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, et le Jaraaf deuxième qui suit. C'est la discipline qui a le plus, en tout cas du point de vue football, qui a le plus souffert de ce Covid-là, le football local. Déjà, c'était le parent pauvre. On a d'énormes difficultés avec le football local, mais le Covid vient les achever. Il les a achevés. Je suis désolé de le dire. En termes de compétition, on n'a pas terminé, mais je crois que les autorités du football et du sport ont eu l'intelligence de dire on va quand même désigner un représentant du Sénégal, même si ce n'est pas un champion. Parce que quand vous allez dans des compétitions internationales, ce sont des pays qui sont représentés. Et donc, il ne s'agit pas, on peut être champion et ne pas être désigné par son pays pour aller représenter. La logique voudrait que ce soit celui qui a gagné tout le monde. Mais là, on a désigné des représentants. Ceux-là sont en train, je crois, de se débrouiller. Mais il faut avouer que le football local a d'énormes difficultés que le Covid a aggravé. Et cela, ça mérite également des mesures très fortes. Il faudrait vraiment prendre des mesures très fortes pour le football local. Bien sûr, des mesures ont été donc édictées. Aujourd'hui, le championnat, on parle d'une reprise. Mais dans quelles conditions avec ce protocole et surtout en ce moment où on parle de problèmes de finances? Je ne pensais pas à la reprise du championnat quand je parlais de mesures fortes. Mais quand même, bon, il faut jouer. Il faut jouer dans quelles conditions? Je crois qu'ils vont essayer de voir dans quelles conditions les gens devraient pouvoir jouer. Si ce n'est pas possible à ce niveau, qui est le haut niveau sénégalais, qu'on s'organise pour que les jeunes puissent au moins jouer et que les compétitions se poursuivent. Mais pour ce qui est de ce haut niveau, de reprendre le championnat et tout, les acteurs veulent reprendre. Mais malheureusement, comme on a l'habitude de le dire, quand on écrit sur cette pandémie,
La décision, elle n'appartient pas aux acteurs du sport. Elle n'appartient même pas aux acteurs politiques. La décision, elle appartient aux décideurs sanitaires. Et c'est à celui-là qu'on doit poser la question, est-ce qu'on peut reprendre? Il vous dira reprenez, mais à la condition que vous fassiez ça. Et c'est ça les protocoles. Alors ces protocoles-là, est-ce que nous avons les moyens de répondre à tous ces protocoles? J'avoue que je ne sais pas. Mais je ne crois pas qu'on puisse faire comme cela se fait dans les grands pays qui ont la possibilité eux-mêmes à chaque sortie de balle, de désinfecter la balle pour la remettre sur le terrain. Je ne suis pas sûr qu'on ait cette possibilité-là, mais il faut qu'on reprenne avec nos moyens du bord, mais en faisant attention, parce que le Covid est en train de revenir en cette fin d'année. Alors, professeur, nous allons avancer avec la Confédération africaine de football maintenant. Une confédération qui a agité beaucoup de débats. Donc, ils étaient 5 candidats donc, au début, mais aujourd'hui, on se retrouve avec 4 candidats avec la suspension de Ahmad Ahmad. Donc, allons voir tout cela avec Adjimé Guensomb. Ils étaient 5 candidats à la course à la présidence de la Confédération africaine de football. Ahmad Ahmad, le malgache à la surprise générale, a déraciné le grand baobab Issa Hayatou. Le 16 mars 2017, le président de la Fédération malgache de football, Kwafou Poto, celui qui a eu à diriger les destinées du football africain depuis 1988. Malgré une gestion controversée et sous tutelle de la FIFA pendant 6 mois, Ahmad Ahmad a sollicité une nouvelle fois la confiance de ses pairs. Mais en délicatesse avec Gianni Infantino, patron du football mondial, et sous le coup de poursuites judiciaires, le président sortant est contraint de renoncer à sa candidature. Plus que 4 challengers en course désormais. Patrice Motsepe, patron du club Mamelodi Sundowns, le milliardaire sud-africain, serait le candidat de Gianni Infantino. Si le même scénario de l'Assemblée générale élective du 16 mars 2017 se reproduit, l'ancien avocat va disposer d'une avance considérable, contrairement à ses autres concurrents. Parmi ses adversaires, Jack Bernard Daniel Anouma, ancien président de la Fédération ivoirienne de football, Ahmed Yahya, président de la Fédération mauritanienne de football, et le dernier candidat, Maître Augustin Senghor, boss du football sénégalais. Désormais, les dossiers des candidats seront examinés et passés au tamis pour voir s'ils répondent à la réglementation en cours. Adjimé Guensomb, merci pour ce très beau récit. Professeur, Maître Augustin Senghor qui veut briguer la présidence de la CAF. Oui, et il a parfaitement raison de le faire. Je crois qu'il a les compétences, il a le statut aujourd'hui. Il dirige du point de vue sportif une fédération d'un pays dont l'équipe nationale est la première depuis plus de je ne sais pas combien d'années du point de vue classement FIFA. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'il a la stature et en même temps, son parcours lui permet de pouvoir briguer cela. C'est un brillant avocat, il a fait d'excellentes études et c'est un garçon qui est également posé. Et posé, quand je dis posé, c'est cette humilité qu'on demande, dont je parlais tout à l'heure, mais également le fait d'avoir une capacité d'écoute par rapport aux autres. Et les organisations africaines, aujourd'hui, sportives particulièrement, ont besoin de cela. Ils ont besoin de sérénité parce que nous avons été dans la tourmente dans la plupart de ces organisations-là. La preuve, aujourd'hui, ils étaient 5, il y en a un 5e qui est parti, donc ils vont se retrouver à 4. Pourquoi il est parti? C'est cette fameuse tourmente dont je parle là. Donc pour cela, je crois que je connais bien Augustin Senghor, j'avoue que je ne connais pas les autres. Honnêtement, et quand je dis qu'il a raison, d'abord parce que je suis sénégalais, il a raison, et j'aimerais bien que les Sénégalais se retrouvent dans des endroits où il y a de la décision, qu'ils soient dans les endroits les plus haut placés, mais deuxièmement parce que je le connais également du point de vue compétence, et je sais que la CAF a besoin de gens compétents aujourd'hui pour pouvoir retrouver, en fait, pour pouvoir être au niveau où doit être aujourd'hui le football africain et les footballeurs africains. On parle du candidat sud-africain quand même favori. Bon, on parle, vous savez, hein, dans une élection qui est favori. Quand on battait la France au football en 2002, la France était 150 000 fois favori. Vous savez, quand on est compétiteur, on y va. Il faut aller à la compétition et se donner les chances. Alors tout ce qu'on peut lui dire, c'est d'aller trouver les gens qui votent et d'essayer de les convaincre. Pas de rester ici au Sénégal en disant je suis le meilleur candidat. Ici, nous, on ne vote pas. Moi, j'ai beau soutenir Augustin Senghor, je ne voterai pas. Il a intérêt à trouver le corps électoral et à essayer de convaincre ce corps électoral. Donc bonne chance à Maître Augustin Senghor. Bonne chance pour lui. Professeur, nous allons changer de discipline. Ce sera pour parler de la lutte. Le CNG, le Comité national de gestion. Donc, après 26 ans à sa tête, le docteur Alioune Sarr qui est parti et laissant derrière lui donc aujourd'hui a beaucoup de débats. Adjabité nous raconte. Si le virus du Covid-19 parti de la Chine a mis aux arrêts plusieurs championnats, quelques disciplines au Sénégal ont connu des changements à la tête de ces associations sportives. Il s'agit de la lutte avec le départ du docteur Alioune Sarr.
Nommé en 1994 par l'ancien ministre des Sports, Ousmane Paye, le gynécologue médecin des sports a occupé durant 26 ans le fauteuil de président du comité de gestion chargé de notre sport national. Dr Alioune Sarr quitte la barque avec les honneurs en passant le témoin à l'ancien président du CRG de Kaolack, Ibrahima Sène. Béra Sène, comme l'appellent les intimes, aura comme mission première la mise sur pied d'une fédération avant la fin de leur mandat, prévu dans 2 ans. Il a représenté les couleurs du Sénégal dans plusieurs compétitions en tant que nageur, ensuite en tant que patron de la natation sénégalaise. Après 20 ans à la présidence de la Fédération sénégalaise de natation et sauvetage, Dr Mohamed Diop a été remplacé par Maguette Fatim Dieye. Pour imprimer sa marque à la discipline, l'ancien secrétaire général de la Ligue de Dakar a instauré une parité effective au sein du comité exécutif de la FSNS. Autre changement, Thierno Seydouba cède sa place à Mamadou Mamoun Sène qui ambitionne de relancer la boxe sénégalaise en léthargie depuis plus de 36 ans. Une nouvelle lueur d'espoir pour le pays de l'ancien champion du monde, champion d'Europe, champion de France, Amadou Mbahik Fall, Batlin Siki. Beaucoup de changements donc à noter à Diabité. Merci donc pour ce récit, professeur. Nous avons vu donc le docteur Alioune Sarr après 26 ans, le bilan à tirer du docteur Alioune Sarr et la perspective pour son successeur. Que ce soit docteur Alioune Sarr ou Mohamed Diop ou bien celui qui s'occupe de la lutte, je crois qu'il faut le rendre hommage d'abord. Parce qu'on dit qu'ils ont duré. Ce qu'on oublie, c'est que les directions de fédération sportives, ce sont des associations. C'est du bénévolat. Je crois qu'on oublie cela. Et ils ont fait cela, ils ont tenu à bras le corps, certainement, avec leurs moyens physiques et leurs moyens, certainement, matériels. Ils ont tenu, donc ce sont des gens auxquels il faut rendre hommage. Aujourd'hui, ils ont décidé de partir et ils ont laissé leur discipline dans l'état dans lequel il est. Pour le docteur Alioune Sarr, il a amené la lutte à un moment donné à un niveau où il concurrençait le football. Et je crois que jusqu'à présent, une des désaffections, une des causes de désaffection du public du stade Demba Diop à l'époque, est-ce que c'était pas parce que la lutte attirait un peu plus de spectacles? Donc de ce point de vue-là, il faut leur rendre hommage. Il faut peut-être tirer les bilans de tout ce qu'ils ont fait en leur demandant eux-mêmes d'aider, et ça va permettre peut-être les erreurs sur lesquelles ils sont tombés, que ceux qui viennne ne puissent pas tomber dans ces erreurs-là. Les sports de combat, la boxe avec sa fédération? Oui, c'est exactement pareil. Ce sont des sports qui sont, j'allais dire, un peu moins sexy. On ne les voit pas souvent et on considère que les Africains ne gagnent pas souvent dans ces sports-là, alors qu'on a suffisamment de potentiel et de talent pour pouvoir y aller. Je crois qu'il faudrait reconsidérer de manière globale toutes ces fédérations si on veut donner au sport vraiment la place qui est la sienne aujourd'hui. Moi, personnellement, je considère le sport comme ayant la même valeur que l'industrie, que l'agriculture et que les autres secteurs dans lesquels on estime qu'il faut investir. Et de ce point de vue-là, ces secteurs d'activité, notamment ces disciplines qui sont plus ou moins connues, que l'on ne voit qu'à travers la télévision, ces disciplines méritent un peu plus de considération. Alors, professeur, le judo, comme vous le vouliez tout à l'heure? Oui, le judo, et c'est justement pour cela que je voulais qu'on en parle, parce que le judo nous vaut des satisfactions extraordinaires. Moi, ce que le jeune Sénégalais a fait, c'est la deuxième fois qu'il est champion d'Afrique, 2 fois de suite. C'est pas évident. Il paraît que ça a été déjà fait. Et c'est vrai que le judo sénégalais, moi, depuis que je suis gamin, ça nous a toujours valu des satisfactions. Il y a des noms que je retiens comme ça. Xavier Boissy, c'était un champion d'Afrique à l'époque. Il faisait des médailles dans les Jeux africains. C'est le judo. Et pourquoi je dis qu'il faut parler beaucoup de ces questions-là? Parce que ce sont des disciplines qui permettent, à la limite, de forger des hommes. Le judo, quand quelqu'un le pratique, il a beaucoup de qualités. Et ces qualités-là, quand on montre un Mbagnick qui gagne 2 fois le championnat d'Afrique, ça va peut-être inciter les jeunes Sénégalais à aller dans ces disciplines-là, à essayer de s'épanouir dans ces disciplines et à essayer d'en faire des emplois, de faire en sorte qu'on ait peut-être un peu moins d'agresseurs dans les rues. Voilà, le judo peut canaliser certaines ardeurs et faire en sorte que ça puisse aller. En tout cas, je les félicite et je félicite vraiment le président de la Fédé de toute la fédération du judo d'ailleurs. Et je souhaite qu'il y ait beaucoup plus de Mbagnick et qu'on parle beaucoup plus encore de cette question-là. Ça, c'est un Sénégal qui gagne celui-là. Il gagne vraiment, il a gagné lui. Et il mérite qu'on fasse beaucoup de choses et sa discipline mérite également. C'est mon combat actuellement, je suis en train de le mener et j'espère qu'on va y arriver. Bonne chance alors. Merci. Mbagnick Ndiaye, qu'on pourra retrouver donc pour le Masters de Doha, ce sera à partir du mois de janvier, le 13 pour être beaucoup plus précis. 2020 est venu, 2020 donc a laissé donc des stars éclore, mais 2020 a vu aussi d'énormes personnalités quitter le monde, ces personnalités que nous allons nous remémorer.
best note pour donc clore cette rétrospective 2020. Professeur Pape Bouba Diop, Pape Diouf, autant de figures qui ont quitté. Ouais, c'est triste. C'est la note triste et c'est par moments difficile de parler d'eux parce que presque tous, la plupart d'entre eux, j'avais des relations assez particulières avec certains d'entre eux. Mes relations avec Pape Diouf sont connues. Pape Bouba, je l'ai connu étant junior. Jean Mendy, c'est les Jaraf. C'est un garçon également qui m'aimait beaucoup. On parlait, on discutait. Il nous est arrivé de nous rencontrer, toujours grand, tel et tel et tel. Ça fait un peu mal, ça fait mal. Mais il faut l'accepter. Et comme on est tous des croyants, il faut accepter la volonté divine et nous dire que on doit s'organiser pour que eux, ceux qui nous ont quittés, leur passage sur terre ne soit pas un passage vain. Alors Pape Diouf qui a été emporté par l'infernal coronavirus. Tout à fait. Pape, c'était un monsieur qui avait beaucoup de projets et qui avait une certaine idée de ce que doit être le sport. D'abord le football, mais le sport de manière globale. Il commençait à élargir son horizon de réflexion au-delà du football. Il a été connu par le football, c'est le football qu'il a fait, journaliste et tout ce qui s'ensuit. Mais dans ces derniers instants, dans ces derniers moments, on échangeait beaucoup. Il était en train de regarder le statut du sport en Afrique. Et chaque fois qu'on discutait, il me disait, prof, écoute, cette histoire de sport-là, il faut qu'on arrête parce qu'en Afrique, il y a d'autres priorités. Et je vous assure, c'est comme ça qu'il parlait assez régulièrement du sport en Afrique, en disant on a des priorités d'inondation, des priorités de famine et tout cela. Il faut qu'on arrête de donner ce statut au sport. Bon, voilà, c'était un peu un monsieur qui était notre fierté sur beaucoup de plans. Aujourd'hui, on parle beaucoup de racisme. Il a vécu cela. Et malgré tout, il est arrivé au sommet. Et c'est là où ils sont intéressants. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ce genre de personnage mérite d'être montré en exemple. Lui, Pape Bouba, même Jean Mendy qui n'a pas quitté le Sénégal, le lutteur Balagaï, voilà, toutes ces personnalités devraient pouvoir être montées en exemple dans ce pays-là. J'ai entendu lors des obsèques de Pape Bouba, le président de la République annoncer la création d'un musée. Je ne sais pas si c'est le musée du sport ou le musée du football. Au stade de Diamniadio. Oui, au stade de Diamniadio. Mais en tout cas, un musée, c'est quelque chose de fondamental pour un pays. C'est la mémoire d'un pays. Il ne s'agit pas de dire on n'a pas de trophée à mettre là-dedans. Non, ce n'est pas ça. Même la médaille de Mbagnick pourrait se retrouver là-dedans. La médaille de l'Aj Diaba pourrait se retrouver là-dedans. Si c'est le musée du sport, si c'est le musée du football également, on mettra des choses qui permettront aux jeunes de se rendre compte que le Sénégal a toujours existé dans le sport et le Sénégal doit continuer à exister dans le sport. Le Sénégal a toujours existé dans le sport. Grâce à eux, paix donc à leurs âmes. Nous prions ainsi pour le repos des âmes de ces fidèles défunts. Professeur, ce fut un plaisir de nous avoir accompagnés. Merci. Moi aussi, je souhaite d'excellentes fêtes à tous, malgré la morosité ambiante. Et je profite également pour présenter mes vœux de bonheur, de santé, et que 2021 soit vraiment différent de ce que nous sommes en train de vivre. Alors, bravo au personnel de santé. Continuez, vous nous faites plaisir. Continuez à nous sauver. Merci. Alors, voilà qui met donc un terme à cette présente rétrospective de l'année 2020, pleine d'enseignements. L'année 2020 donc qui est venue, qui est partie, qui tire à sa fin, professeur. Les enseignements ont été multiples. Encore un grand merci également au personnel de santé, nos voeux les meilleurs. Merci à toute l'équipe technique, Penda à la réalisation avec Mohamed, à tout le desk sport, Iboukouyate à Diabitei. Un grand merci également à tout le monde pour cette année, professeur. Main dans la main, nous allons avancer comme ça. Nous reviendrons. Bonne année à cette TV. Reviendrons au plus fort en 2020. Inch'Allah. Merci beaucoup.